travaille ensemble. Bon, d'abord, on s'est bien entendu, je crois qu'on partage vraiment des convictions ensemble. Ça va en droite ligne de ce qui a été dit jusqu'à présent. Donc voilà comment ça va se passer. Je vais faire une petite intro, parce qu'il faut bien que je fasse une petite intro, parce que voilà, c'est mon boulot. Après, je vous lirai le témoignage d'une jeune femme qui devait être ici. C'est bien parce qu'on a eu une fille, en fait, qui dit que c'est pas des garçons, mais elle a des petits problèmes digestifs, pourquoi, et voilà, c'est arrivé, donc elle est absente. Et puis après, je leur donnerai la parole et ils se présenteront. Donc moi, je suis médecin d'éducation fonctionnelle. Et j'ai eu la chance, en fait, je suis le cousin de Sybille parce qu'elle avait créé Delta 01, moi j'ai créé Delta 16, donc une structure de niveau 2 qui bossait bien. J'ai une question, le problème des gens en niveau 2, c'est comment on va accréditer ces gens. Parce qu'il y a aussi beaucoup de structures qui se créent avec des gens qui ont plein de bonne attention, mais je ne suis pas sûr qu'ils aient ni les compétences ni la démarche qui nous amène, comme vous le disiez très bien, à se poser les bonnes questions au bon moment par rapport aux enjeux. Alors, qu'est-ce que j'ai mis, moi, comme introduction? Clédis, c'est pas si nouveau que ça. Bon, Sybille Gonzalez l'a dit. Il y a quand même un corpus d'aide qui est éprouvé. On sait quand même s'occuper des 10 depuis le temps, même si c'est pas validé, il y a des choses qui fonctionnent. Bon, on pourrait les faire. Il y a aussi l'apport des nouvelles technologies. Les dyslexiques, ils en parleront. Et puis, Mme Jaoui, elle en a parlé. Je veux dire, un enfant qui ne peut pas écrire, peut-être qu'on peut l'interroger à l'oral. Alors là, on est vraiment dans l'inclusion. On n'est pas forcément dans anticiper, on n'est pas dans la pédagogie, on est dans compenser la situation de handicap. Ça, c'est mon truc à moi. Alors, ils ont parlé de Lyon, de Toulouse. Demain, dans le nord de Paris, je fais les conditions de la réussite des 10 à Chambly, c'est pas très loin, venez, qui est le matin. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Il existe aussi une éducation positive bienveillante. Ça peut peut-être répondre à cette question du signalement. Il ne faut pas non plus que vous oubliez que les gens, les médecins, dans le médico-social, c'est aussi notre boulot de faire des vrais signalements et que quand on ne fait pas les vrais signalements, on se fait aussi engueuler. Il faut aussi réfléchir à ça. On a aussi des responsabilités. Et puis, il y a aussi une neuroéducation. On peut apprendre à apprendre. Donc, il y a plein de choses actuellement qui vont dans le bon sens. En plus, on a vraiment un consensus entre nous, même si on ne se connaît pas beaucoup. Donc, on pourrait écrire, et Sauvetage, ça pourrait servir à ça. Mais il y a aussi la situation d'aujourd'hui. La situation d'aujourd'hui, c'est le refus des aides, même quand elles sont argumentées, même avec un diagnostic fiable, c'est-à-dire une fois sur deux, diagnostic fiable, de mon point de vue, par la MDPH. Un refus des aides. Il y a aussi l'arrêt des aides qui fonctionnent, parce qu'ils ont des bons résultats. Et il y a aussi, en particulier en Île-de-France, que j'ai appris ça il y a 15 jours, le refus des aides par la maison des examens, sous prétexte que les aides qui sont validées, par exemple en classe de première, en classe de terminale, n'auraient pas forcément vocation à être reproduites pour les examens. C'est ce que j'ai entendu il y a 15 jours. Ça pose question. Donc, avant de donner la parole aux trois garçons, je vais vous lire ce qu'a dit la jeune fille. J'avais posé des questions, alors, ils m'ont dit que mes questions elles étaient mal posées. Et c'est pas grave, c'est la forme. Sur le fond, on s'est entendu. Alors, j'avais dit, avez-vous bénéficié d'aide pendant votre parcours scolaire ou universitaire? Donc cette jeune fille qui est dyspraxique dit, j'ai bénéficié d'aide dès mon CM2. Ce qui est quand même pas si tôt que ça pour un dyspraxique. Mais bon, où j'ai eu le droit à un ordinateur pour prendre mes cours, j'ai ensuite bénéficié de l'ordinateur, du tiers-temps et de sujets agrandis durant mon collège et mon lycée. J'ai également pu bénéficier de ces aides pour mon brevet et pour mon bac, et je continue à avoir des aides dans mon parcours universitaire. Donc, des fois ça fonctionne. Pensez-vous que vous auriez pu bénéficier de plus d'aides pendant votre parcours scolaire? Non! J'ai eu la chance d'avoir tous les aménagements qu'on avait demandé. Donc, ça fonctionne parfois. Avez-vous eu des difficultés à utiliser des aides devant les copains? Oui, surtout au lycée où l'équipe d'enseignants et le directeur étaient contre. Les aides sont personnes dépendantes. Il y a des gens qui sont contre. Ils ont des croyances. Voilà. Et a tout fait pour que je les abandonne. Il m'était donc très difficile de les utiliser, sachant que je n'étais pas soutenu et que mes camarades avaient malheureusement l'esprit très fermé. Là, ma réponse, c'est que les enseignants, ils utilisent les aides si on leur explique, s'ils les comprennent, ils acceptent les aides. Mais pour que l'enfant les utilise, il faut que les aides soient valorisées par les enseignants aux yeux des petits camarades. Sinon, ça ne fonctionne pas. Pensez-vous qu'une valorisation de ces aides par l'enseignant aurait aidé l'acceptation de ces aides? Oui. Le fait d'en parler et d'expliquer ces aides sont, je pense, un grand pas pour l'acceptation de ces aides. En définitive, estimez-vous que l'intensité de votre situation de handicap a été suffisamment perçue? Ben, ça dépend. Au lycée, pas du tout, mais à la fac, oui. C'est la même personne quand même. Après, dans mes différents stages, j'ai jamais eu de problème.
Et puis donc la question que mon camarade trouve que j'ai très mal posée, certains adultes déclarent qu'avec des efforts on y arrive. Ouais, je la pose quand même. Mais tu diras pourquoi tu la verrais autrement. Lui il dit, mais tu diras. Ouais, il dira. Il dit que c'est une très mauvaise façon de poser les questions. En fait, si je l'ai posé comme ça, certains adultes déclarent qu'avec des efforts on y arrive, c'est que quelquefois les adultes, et donc je vais leur laisser la parole, disent, et ça m'est arrivé une fois qui se passait à la télé, hein, il y avait un adulte qui était là qui dit « Il suffit de faire des efforts quand on est 10, on y arrive ». Et alors, si c'était suffisant, je pense qu'on ne serait pas là aujourd'hui. Je pense qu'il y a quand même besoin d'aide, de programmes, de préconisations, ce qui n'empêche pas de faire des efforts. Voilà. Donc, lequel des trois, moi je suis ici à l'unique, lequel des trois veut commencer? Allez. Donc vous, comme je ne vous ai pas présenté, vous vous présentez, et puis on y va. Tranquille. D'accord, pour commencer, moi personnellement, d'abord je m'appelle Barbara Desfard. Je suis dyslexique, j'ai été détecté assez tôt. En CP, j'ai eu des difficultés. J'ai eu au début un prof qui disait que j'étais juste bon. Donc c'était simple, c'était cash. Après on s'est renseigné, on a cherché un peu. Grâce à mes parents qui sont ici, on a pu avoir... j'ai été certifié dyslexique, on va dire, en CE1. Oui, j'ai eu le diplôme, c'est bon. C'était déjà un truc. Après, on a eu beaucoup de difficultés. On avait fait une demande, je crois, qu'en 6e, pour avoir un PPS, un projet personnalisé de scolarité, pour que je puisse avoir un ordinateur en cours. Pouvoir avoir enfin des documents lisibles et compréhensibles. Ça n'a pas été facile puisque j'ai pu l'avoir qu'en fin de 5e et j'étais dans une école pourtant qui était, j'étais à Saint-Sulpice. Saint-Sulpice qui était fait pour qui aidait les dyslexiques, ouais, voilà, avec voilà. Donc c'est vraiment une bonne école si jamais vous avez... Voilà, comment ça s'appelle? Ouais, le directeur... Elle a été arrêtée. Je connais. Donc, grâce à cette école, j'étais avec les dyslexiques. Donc je me suis habitué, je disais le matériel. Moi, comparé à la majorité des dyslexiques, certains, beaucoup des camarades que j'ai connus, ne voulaient pas être différents. Donc ne disaient pas qu'ils étaient dyslexiques, on avait un peu honte, on avait un peu peur, on ne voulait pas utiliser les aides. Moi, vu que j'ai été dans cette école où j'étais entouré de dyslexiques, on avait tous droit aux mêmes aides, on était tous pareils. Donc j'ai pu lancer avec un ordinateur sans que ça me dérange. Après, quand je suis passé dans une autre école, j'ai rencontré des difficultés, des profs qui ne voulaient pas. Mais vu que je savais mes droits, grâce à ce que j'avais déjà appris, j'ai pu imposer d'une certaine manière ce que je voulais. Ça a été dur, il y a des profs, j'ai eu des profs qui ne voulaient pas du tout admettre que je devais avoir une aide. Qui ne voulaient pas comprendre que la dyslexie c'est comme quelqu'un qui a un problème de vue, il faut une paire de lunettes, il faut un ordinateur. Ce prof, je l'ignorais complètement. Comme j'étais bon dans ma classe, j'ai été major de promo sur cette année, il ne voulait pas me les accepter. Je n'ai jamais écouté. Il faut forcer. C'est dur contre un prof, mais il faut le faire. Vraiment, c'est important. Si jamais vous l'avez, ce droit, prenez-le. Je ne sais pas si vous avez des enfants ou si vous êtes vous-même concerné, mais il faut s'imposer. Il y a des trucs que les profs savent et d'autres qu'on doit leur imposer. Ensuite, j'ai eu une formation toute normale, j'ai pu avancer jusqu'à école d'ingé mécanique grâce aux aides. Aussi, très important, ça m'a beaucoup aidé, les orthophonistes. Au début, j'ai eu beaucoup de mal avec, mais c'est important. Je saurais peut-être comment dire. Je ne sais pas si vous en avez eu.
mal parce qu'elle... En gros, on aurait dit qu'elle était comme mon premier prof que j'ai eu. Elle ne me comprenait pas, alors que c'était son boulot. Il faut savoir forcer sur certains trucs et il ne faut pas se laisser avoir par les profs qui me disent non, t'en as pas besoin. C'est à l'enfant lui-même de savoir un peu ce qu'il a besoin. Il faut qu'il arrive à le voir, il faut qu'il apprenne peu à peu à jouer de ses difficultés. Actuellement, moi, quand je vais à l'école, maintenant, j'ai mon ordinateur personnel, j'ai un scanner portable, j'ai un casque pour dicter à mon ordinateur, j'ai tout plein de petits trucs paliers, j'ai un téléphone pour prendre des photos sur l'écran. Je trouve mes techniques. C'était ça qui posait problème avec l'orthophonie. Elle a voulu faire de la rééducation et toi tu voulais déjà utiliser des outils. C'était cette incompréhension-là ou pas? C'est une question. Comment dire, c'était la première que j'ai eu des problèmes. Elle tentait de me faire des choses que je n'avais pas à faire. Tout ce qu'elle me faisait, elle avait une sorte de machine, elle me s'est appuyée dessus. Et moi je trouvais ça nul, je ne comprenais rien. Ça servait, si on me disait de remettre le carré dans le carré de ça servait à rien et en plus elle m'imposait un truc qui n'était pas utile. Donc il faut vraiment faire attention. Dans ceux qui ont été formés, il y en a qui ont été mal formés tout le temps. En tout cas, les outils dont tu parles, quand j'ai posé des questions, ça c'est intéressant parce que tu as dit qu'en fait, ça t'avait valorisé justement au lieu des autres, parce qu'en classe informatique, bah, toi tu étais carrément le cadre et tes outils devenaient quelque chose de vraiment un avantage. Surtout au final, dans la plupart de mes classes, à chaque fois que je prenais des informations que je tapais, je redistribuais à un ou deux camarades de classe qui eux corrigeaient pour moi et en même temps ils avaient le cours corrigé avec, sous format informatique et moi je l'avais après sur mon ordinateur et après on redistribuait dans toute la classe. Bravo. Ça a été vraiment très pratique. Ça a été un plus. Moi j'ai beaucoup appris et c'est ce qu'il faut faire, il faut le mettre aussi dans une de mes... en bac pro, je suis arrivé avec mon ordinateur, au début ils n'avaient pas du tout l'intention de faire un projet avec l'informatique, mais ils ont vu que je m'en sortais bien avec mon ordinateur, que j'avais mon ordinateur personnel, que je travaillais avec, que ça se passait bien, ils ont voulu l'étendre à toute la classe. Le problème, c'est qu'on était en bac pro, technicien d'usinage, donc les élèves n'ont pas fait que travailler dessus. Il faut faire, voilà, faire attention. Un ordinateur, c'est bien, mais il faut... de la rigueur. Voilà, de la rigueur, et savoir avec qui l'utiliser. Moi, sur mon ordi, j'ai plusieurs ordi. Cet ordi, c'est mon ordi de travail. J'ai 0 jeu dessus. J'ai aucune vidéo, j'ai 0 jeu. C'est une bonne tentée, j'ai juste mes programmes pour travailler. C'est un peu compliqué d'avoir ça, mais j'ai vu ce qui s'est passé dans cette classe. Et à la fin, les profs qui avaient demandé que toute la classe ait l'ordinateur, à la fin, ils ne voulaient plus que personne n'ait l'ordinateur. Moi, j'ai continué à forcer, vu que ça se passait bien avant. Je me suis imposé comme d'habitude, mais tout le reste de la classe ont été interdits d'ordinateur, parce qu'ils mettaient des jeux, des vidéos, ils ne suivaient plus. Donc, Barnabé, oui. excuse-moi, juste pour que chacun puisse avoir son petit temps de parole, j'avais à peu près compté 10 minutes chacun. Par contre, tu pourras rebondir avec ce que vont dire les copains après. Alors qui c'est qui s'y lance? Bonjour à tous et à tous, et à toutes. Donc je suis Geoffroy Nourouet, je suis dyslexique et dyslexique. Donc moi j'ai eu un parcours assez, assez chaotique.
ma mère, elle s'est dit un jour, bah, je vais prendre les choses en main. Donc, elle a lutté, mais lutté. Elle a forcé, voire même un peu plus. Elle a rencontré cette association Avenir Dysphasie France, qui lui a permis de, comment dire, de comprendre et avancer, suivre certaines méthodes, comme les méthodes de Montessori et d'autres. Le Macathon. Le Macathon. Et comment dire, bon, si je suis ici parmi vous, c'est que j'ai réussi à me battre aussi par moi-même. J'ai été souvent rejeté par mes camarades, voire même des profs. Bien entendu, heureusement que j'avais ma famille pour me soutenir, sinon on s'effondre. Et d'où les questions de Patrick. D'Alain Pouet. Il a pointé certaines questions comme au niveau de la scolarité. On a toujours voulu me mettre dans une classe Ulysse, c'est quoi. Ma mère s'est battue pour que j'y rentre pas. Je suis allé dans le 93, le secteur FM. Et puis, ils ont, comment dire, j'ai eu la chance d'avoir certains profs et certains intervenants qui ont pris, qui connaissaient cette pathologie, ils disent, et dont aussi un médecin scolaire qui m'a suivi jusqu'au lycée. Bien entendu, je ressors avec un baccalauréat professionnel qui est dans le sanitaire social. Et bien entendu, je suis en première année d'EduxP. Je suis aussi, je suis dans cette association depuis très longtemps. Donc, et je suis aussi coordinateur des jeunes 10, donc je les suis. Et ce qui m'a amené d'être EduxP, de suivre cette formation, j'ai découvert que j'étais capable d'accompagner certains jeunes en emploi, dans d'autres choses, et soutenir moralement, avoir un pilier, qui on peut dire un exemple d'ingénieur réussite, mais qui n'y a pour leur montrer qu'on est tous capables d'avoir leur pathologie et ne pas être rejeté par ses professeurs. Bien entendu, comme l'administration de l'éducation nationale, souvent Alain a signalé la fin du mai. Bien entendu. Certains 10 adultes déclarent qu'avec des efforts on y arrive. Qu'est-ce qu'il faut libérer ce type d'affirmation m'inspire? Pour moi, c'est oui et non. Parce que tout dépend de notre niveau émotionnel que l'Occident, parce qu'ils estiment peut réussir. Oui, c'est vrai, on peut réussir. Moi, j'ai des camarades qui ont un diplôme d'ingénieur, mais qui n'y arrivent pas à trouver du travail. Parce que ça parce que leur pathologie est invisible. Comme moi, qui n'ont pas eu de secrétaire BTS sanitaire et social, ceux-là, pour réussir, ils jouent cadre. En fait, mais aussi, il faut dire, ce diplôme, au niveau des épreuves, malheureusement, on vient en parler des épreuves d'examen. L'administration de l'éducation nationale veut dire que, malheureusement, souvent, pour atteindre certains aides, ces aides, entre guillemets, comme je l'ai dit, bien entendu. Pour moi, la solution, il faut libérer tous ces aides. Vous me dites si je prends trop de temps. Non, c'est pas encore du tout. Pourquoi l'administration? Excuse-moi, ce que j'ai bien compris, c'est que tu as vraiment eu la chance. N'a pas toutes les pathologies nécessaires.
Parce que, je vais m'exprimer autrement, pourquoi elle n'a pas toutes les pathologies nécessaires, comme moi qui n'a pas eu de secrétaire pour mon BTS sanitaire et social, et qui m'a permis d'échouer, en fait, ce diplôme, malheureusement, je suis quand même en études sup. C'est pas ça qui m'a permis de bloquer ma vie, heureusement. Ces ailes, entre guillemets, je dis au niveau, je sais pas si je me répète, hein, ça va. Vous me dites hein, si je prends trop de temps. Non, c'est encore du. D'accord. Donc, Ouais, excuse-moi, ce que j'ai bien compris, c'est que tu as vraiment eu la chance de tomber sur des bonnes personnes au bon moment. C'est vrai que tu avais, on voit bien que pour un dysphasique, quand même, tu te débrouilles pas mal, Laurent, hein. oui. Et puis quand même, tu en as sous la pédale, quand même, tu réfléchis bien. D'autres, c'est plus compliqué, c'est ce que vous avez, c'est ce qu'on a dit un petit peu au niveau du repas. C'est vrai qu'on a un panel là, de gens qui réussissent, mais ils avaient aussi des très bonnes conditions pour réussir. Mais ce que tu dis, c'est que quand même, de temps en temps, il y avait des aides qui auraient dû être légitimes, qui auraient dû être là, et pour des raisons obscures, elles n'étaient pas là. Oui. C'est tout à fait. Une dernière petite réflexion avant de passer à la Dernière petite réflexion, oui. On est tous capables, 10, à avoir un travail et aussi réussir ses études. Parce que c'est pas ça qui va nous empêcher, même l'administration de l'éducation nationale, parce qu'on est des combattants. Il faut se soulever. Excusez-moi, éducation nationale qui a envie, qui a du mal, énormément de mal à accepter nous les 10. Et remettez ce système qui est déjà défaillant, donc il faut le retravailler nécessairement au niveau autour de ces aides. Voilà. Et ça date de bien. Non, c'est vrai qu'on a tous intérêt à discuter ensemble, ça c'est clair. Donc on donne la parole à notre dernier intervenant. Alors bonjour à tous, je m'appelle Benjamin Laurent. Alors moi je suis pas là au titre du fait que je choisisse, parce que moi c'est un autre trouble neurodéveloppemental. On m'a demandé d'intervenir parce que moi j'ai un trouble déficit d'attention avec ou sans hyperactivité. On appelle ça un TDAH. Non, c'est pas le débat. En tout cas, c'est pas un trouble déficit. Oui. Après, si vous pensez que c'est un trouble, on rentre pas dans le débat. On est plutôt préféré, on préfère t'entendre. Alors, si j'ai pas aimé votre question, docteur Alain Coué, c'est que cette phrase, avec un peu d'effort, on peut l'entendre, je l'ai entendue toute ma vie. Et j'aurais préféré que vous nous posiez la question de savoir quelles sont les stratégies qu'on met en place. Alors vous appelez ça des aides, moi j'appelle ça des stratégies. Alors c'est quoi les stratégies? Moi quand j'ai commencé à l'école primaire, on m'a dit la même chose qu'à mes deux petits camarades, c'est votre enfant ne saura jamais lire ni écrire. Aujourd'hui j'ai la chance d'exercer la profession de journaliste dans un journal de presse écrite et de réaliser un web documentaire sur les enfants TDAH. La performance, elle n'est pas là. La performance, elle n'est pas dans se dire un jour j'ai un rêve et c'est pas mon handicap qui va m'empêcher d'accomplir. Quand vous regardez ce qui se passe aux Jeux Olympiques, Paralympiques, ces gens-là sont des gens formidables parce qu'eux réalisent vraiment des grandes performances. L'important en fait, c'est d'abord de ne pas prédestiner un enfant. Quand on commence la primaire et qu'on dit qu'il ne saura jamais lire ni écrire, enfin oui, mais qui es-tu pour dire ça? Un enseignant? D'accord. Le problème, il n'est pas là. On entend trop souvent les enseignants dire à l'école, là encore pas plus tard que mardi, j'étais avec des enseignants, alors c'est trop drôle parce que je fais une intervention, j'ai enseigné à des enseignants.
Alors ça, c'était marrant. Et ces enseignants me disaient, oui, mais il faut bien que je lui apprenne des règles sociales, parce qu'après, une fois qu'il sera dans l'entreprise, il faudra bien qu'il mette en place les règles de l'entreprise. Oui, mais ça, c'est pas dans la réalité que ça se passe. Dans la réalité, l'entreprise, elle a besoin de gens créatifs, elle a besoin de gens imaginatifs, elle a besoin de gens qui aient une logique complètement différente. Dans la dyslexie, vous avez une logique qui est complètement divergente par rapport à celle qu'on va attendre d'une logique normale. Donc aujourd'hui, l'école, elle n'a pas changé depuis les années 50, en fait, elle est restée bloquée. Mais je, même peut-être avant, oui. Il y a une super vidéo qu'on regardait hier soir avec Christine Gétin sur Internet, sur Facebook. Bon, malheureusement, c'était fait par une entreprise qui fabrique du pétrole, mais c'est autre chose. Qui montrait, bah voilà, le téléphone portable, aujourd'hui c'est un smartphone, c'est un iPhone, c'est ce que vous voulez. Il y a 50 ans, c'était un téléphone en bois. Une voiture, aujourd'hui, elle a toute une série d'équipements high-tech. Il y a 50 ans, c'était une carrière avec des chevaux. L'école, ça n'a pas changé depuis 50 ans. C'est toujours des bancs et des élèves qui lèvent la main. Le but de ce que je dis, c'est pas de critiquer l'école. C'est le passé, c'est le passé. On en a tous un. Enfin, je veux dire, on a tous dans nos familles des gens qui ont fait des choses bien, des choses pas bien. Aujourd'hui, il faut aller vers un autre modèle d'école qui soit plus inclusif. Mais là, on ne parle pas que des enfants qui ont des troubles neurodéveloppementaux, on parle de tous les enfants. Quand on parle de bienveillance et de pédagogie positive, je vous assure que la réponse des enseignants, elle est quand même incroyable. Quand on leur explique ce que c'est, ils comprennent ce que c'est. Alors, tout ce qu'on a vu aujourd'hui avec des centres, des choses comme ça, c'est très bien. Mais ça c'est la grosse machine. Et cette grosse machine, elle va prendre du temps. Ce sont les petites choses, ce sont les petits actes qu'on peut faire au quotidien. C'est quand vous allez voir, vous, parents, un enseignant, moi, ma mère l'a fait à chaque rentrée des classes. Elle allait voir un enseignant pour lui expliquer qui j'étais, comment je fonctionne, sans agressivité, hein, bien évidemment, en étant elle-même bienveillante et positive. Parce que oui, je sais ce que vous faites comme métier. Voilà, c'est ces petites choses-là qui font qu'on va faire changer les mentalités. C'est en parlant au cœur des enseignants qu'on va arriver à leur faire comprendre qui on est et qu'on a des capacités, qu'on n'est pas des idiots. Hein, parce que ça, on l'a quand même entendu. Et c'est grâce à ça qu'on entendra plus cette phrase sur le temps, ouais, avec un peu d'effort, on peut... En fait, on pensait la même chose. Je voulais poser une question. On est foutu dehors à 17h ou on peut déborder un petit peu? Oui, non, mais on n'est pas très loin. Non, mais on peut aller jusqu'à quelle heure? 17h15, nous? Non. Ah, il y a un monsieur après. Ah, ouais. Oula! On est mal. Voilà, 3 minutes. J'ai pas utilisé les 10 minutes. Non, parce que toi, tu pouvais aller jusqu'à 02, 03, donc... ouais. Et sur le 3. 4. Qu'on soit dyslexique. 3. Alors moi j'ai un peu des troubles d'attention, donc si vous me dites plein d'infos en même temps, je ne vais pas faire aujourd'hui, enfin, que ce soit aujourd'hui ou même à l'époque, avoir une dyslexie, un TDAH, un autisme, être sourd, muet, c'est faire l'expérience de l'exclusion. Et ça, j'aimerais quand même que vous l'ayez tous à l'esprit. Être un petit peu différent, c'est être exclu du groupe. Alors quand on est TDAH, on est exclu parce qu'on est impulsif, parce qu'on réfléchit, des fois, on va dire un peu aux camarades ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Donc ça, c'est vraiment, je pense, le rôle des enseignants aujourd'hui, de faire attention à ça, quand ils voient un enfant qui est exclu, de le réintégrer dans le groupe. Parce qu'il faut savoir qu'on est quand même exclu tout le temps. On est exclu en sport, on est exclu lors des travaux de groupe. Voilà. Dernière phrase, et ça va être un petit peu fort, et va peut-être jeter un froid. Mais ne pas prendre en compte ce type d'enfant, c'est de la maltraitance. Voilà. On avait préparé une petite conclusion, mais en fait, à table, c'était vraiment notre conclusion à nous. Et c'est toi qui as dit la phrase, mais alors moi je suis 100% d'accord parce que c'est ce que j'essaye de faire actuellement. Le diagnostic c'est compliqué et c'est une équipe pluridisciplinaire. Constater une situation de handicap, tout le monde peut le faire et les enseignants peuvent le faire. Vous avez une force absolument incroyable si vous vous donnez un petit peu la peine de voir que par rapport aux autres, il est dans une situation de handicap. C'est très facile. Donc on a dit, les enseignants, ils ont les clés. En tout cas, ils ont beaucoup de clés. S'ils ne peuvent pas poser de diagnostic, c'est pas leur job, ils peuvent répondre à la situation de handicap en classe. L'école inclusive, dont on parle beaucoup, c'est une vraie solution pour tous les élèves en délicatesse avec l'école, dont les 10. Même si pour les 10, il faudra quand même de temps en temps des solutions spécifiques pour des troubles spécifiques. On a voulu aussi rajouter que, malheureusement, comme toutes les personnes en situation de handicap, les 10 ont encore beaucoup de mal à trouver un emploi
malgré des compétences, des diplômes, des bacs plus X années. Qu'est-ce qu'on fait ensemble pour changer cela? C'est une anecdote qui m'a beaucoup touché. Je me suis occupé il y a de nombreuses années d'une petite jeune fille extrêmement handicapée en fauteuil roulant qui voulait être prof de français. Et j'ai appris il y a 15 jours qu'elle venait d'avoir son CAPES de français, donc elle est professeure de français. Et un médecin de l'éducation nationale ne l'a pas considérée comme apte en raison de sa situation de handicap. Donc je me demande à quoi les lois servent. Je vous remercie de nous avoir accueillis. C'est une anecdote qui m'a beaucoup touché. Je me suis occupé il y a de nombreuses années d'une petite jeune fille extrêmement handicapée en fauteuil roulant qui voulait être prof de français. Et j'ai appris il y a 15 jours qu'elle venait d'avoir son CAPES de français, donc elle est professeure de français. Et un médecin de l'éducation nationale ne l'a pas considérée comme apte en raison de sa situation de handicap. Donc je me demande à quoi les lois servent. Je vous remercie de nous avoir accueillis. C'est une anecdote qui m'a beaucoup touché. Je me suis occupé il y a de nombreuses années d'une petite jeune fille extrêmement handicapée en fauteuil roulant qui voulait être prof de français. Et j'ai appris il y a 15 jours qu'elle venait d'avoir son CAPES de français, donc elle est professeure de français. Et un médecin de l'éducation nationale ne l'a pas considérée comme apte en raison de sa situation de handicap. Donc je me demande à quoi les lois servent. Je vous remercie de nous avoir accueillis.